Ce soir, Ottawa s'apprête à alléger les restrictions aux frontières. Faut-il y voir un effet Pierre Poilievre? Le leader du gouvernement, Mark Holland, répond à nos questions. Comment le Bloc québécois compte-t-il s'ajuster à l'arrivée du nouveau leader conservateur aux communes? Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est avec nous. Et Alain Reyes nous parle de sa décision de claquer la porte du Parti conservateur et de son nouveau rôle à titre de député indépendant. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. D'abord, une nouvelle qui va soulager les Canadiens qui ont à se rendre régulièrement à l'étranger. Ottawa s'apprête à laisser tomber les exigences de vaccination des voyageurs internationaux, les tests de COVID-19 obligatoires aux frontières et à rendre l'application Arrivcan optionnelle. Le gouvernement Trudeau a confirmé aujourd'hui être en train de réévaluer ces mesures. La décision d'Ottawa est attendue pour le 30 septembre, soit vendredi de la semaine prochaine. Entre-temps, on écoute les ministres Jean-Yves Duclos et François-Philippe Champagne. Comme on l'a dit au tout début de l'été, les mesures en place deviennent désuètes à la fin septembre. Le 30 septembre prochain, c'est le moment où les décrets viennent à échéance. Donc, il est inévitable, et comme on l'avait dit dès le début, que ces mesures allaient être réévaluées. C'est ce qu'on est en train de faire. Et lorsque les décisions seront prises, les communications vont suivre. Les gens veulent qu'on ait les bonnes mesures en place pour s'assurer qu'on n'ait pas besoin de retourner à ce qu'on a vécu. Donc, il y a cet enjeu-là. Les gens sont très conscients de ça. Mais en même temps, les gens veulent que les choses évoluent en fonction du risque qu'on est capable de voir au niveau, par exemple, de la santé et sur les vaccins. Là-dessus, je retrouve Mark Holland, qui est le leader du gouvernement en Chambre. Bonsoir, M. Holland. Bonsoir. D'abord, sur cette décision possible de votre gouvernement d'alléger les restrictions liées à la COVID-19 pour les voyageurs à partir du 30 septembre, bon, ça fait longtemps que les gens de l'industrie touristique, le monde des affaires, les voyageurs le réclament. Est-ce que ça arrive trop tard, selon vous? Oui, je comprends bien que les personnes sont tannées avec la pandémie et c'est absolument le cas pour moi. Mais pour toute la pandémie, le gouvernement a fait le même choix de suivre la science et de faire les restrictions raisonnables, de protéger notre population et la santé des personnes. Alors, Canada, en contraste des autres pays, a été une grande réussite dans le sens de le nombre de personnes qui meurent, le nombre de personnes qui étaient malades était plus basse que des autres pays et ça c'est remarquable. Mais maintenant, la situation, ça change et avec les sciences, on change avec les sciences. Nous sommes très attentifs pour les changements chaque jour et j'imagine dans la situation comme ça qu'il va y avoir plus de changements, mais je ne suis pas dans une position maintenant de dire plus que ça. Oui, c'est ça, parce qu'on attend cette décision pour le 30 septembre. On sait quand même, M. Holland, que les conservateurs ont mis beaucoup de pression pour que votre gouvernement finisse par assouplir les restrictions aux frontières. Est-ce que l'arrivée de Pierre Poilievre comme chef conservateur, ça a accéléré votre décision? Non, pas du tout. C'est vraiment un choix scientifique. On suit les sciences. Ça, c'est notre but au début de la pandémie et ça, c'est le cas maintenant aussi. Il y a beaucoup de bruit qui viennent du Parti conservateur. Mais regarde, le Parti conservateur a changé leurs idées tout le temps, de dire ferme les frontières, ouvert les frontières. Le Parti conservateur a dit que le vaccin n'est pas disponible pour la population ou il y a trop de vaccins pour la population. Alors, il y a beaucoup de bruit qui vient du Parti conservateur. Il y a beaucoup de tactiques d'obstruction. Mais pour nous, c'est la santé du peuple canadien et aussi de protéger la santé et on suit la science seulement. Bon. Revenons justement sur la déclaration que vous avez faite hier dans la foulée de l'arrivée de M. Poilievre comme nouveau chef de l'opposition officielle. Vous avez dit, M. Holland, que vous espérez de la civilité dans les débats au Parlement. Vous vous attendez à quoi comme dynamique avec M. Poilievre comme chef de l'opposition officielle? Oui. Regarde, premièrement, félicitations pour M. Poilievre de devenir le nouveau chef pour l'opposition officielle.
Mais regarde, c'est un temps tellement difficile pour le pays maintenant, un temps tellement sérieux. C'est difficile pour les Canadiens et les Canadiens sur les questions de l'abordabilité pour n'importe quelle chose, pour la nourriture, pour toutes les choses qui sont essentielles dans leur vie. Et pour les populations, je pense que les personnes veulent les bonnes réponses, les vrais choix, les vraies réactions, des choses concrètes d'améliorer sa vie. Mais malheureusement, pendant le chefferie, M. Poilievre a joué beaucoup de jeux avec les solutions qui ne marchent pas, comme le cryptocurrency. Et c'est pour nous, c'est important de créer un environnement, oui, respectueux et civil, mais aussi un environnement avec les vrais choix et les vraies informations. Et ça, c'est la chose que je pense que le pays veut maintenant. Oui. Vous dites qu'à cause de l'inflation, on traverse une période, vous dites, sérieuse au pays, comme finalement partout ailleurs dans le monde. Votre gouvernement a déposé hier son plan pour aider les Canadiens les plus démunis à faire face à l'augmentation du coût de la vie. Est-ce que vous auriez pu, ou votre gouvernement aurait pu agir plus tôt? Oui, c'est absolument essentiel de prendre action contre l'inflation et sur les questions d'abordabilité. Et notre gouvernement a fait des actions immédiatement au début de la crise. On a créé une entente avec tous les pays pour les systèmes pour des enfants, de s'assurer que le coût de vie pour des personnes avec des enfants est réduire. Et maintenant, on a deux projets de loi. Un, de réduire le coût pour le logement avec la subvention pour ça et aussi avec le TPS de donner plus d'argent là pour aider les personnes avec le problème avec l'abordabilité et aussi le soin dentaire, de s'assurer que tous les enfants partout au pays avaient la possibilité pour le soin dentaire. Alors, on a fait des choses, on va continuer de faire des choses, et ça, c'est évident dans notre action ancienne et notre action au Parlement actuel. Oui, alors on va continuer à vous suivre et vos mesures contre la hausse du coût de la vie parce que l'inflation est vraiment partie pour dominer cette reprise des travaux à la Chambre des communes. Mark Holland, leader du gouvernement à la Chambre, merci beaucoup. Merci de cette entrevue. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Le Bloc québécois dit vouloir continuer à être la voix du Québec au Parlement canadien et à y porter les consensus de l'Assemblée nationale. Alors, quelles seront les priorités du Bloc en ce retour des travaux à la Chambre des communes? J'en discute avec le chef du Bloc québécois qui est avec nous. Bonsoir, M. Blanchette. Bien le bonsoir. Bon, c'est pas les dossiers qui manquent pour le Bloc en cette rentrée parlementaire, le renforcement du français via la loi 96, les paiements de transfert en santé, les aînés, l'inflation. Vous visez quoi comme priorité au Bloc au cours des prochaines semaines et des prochains mois? Parce que, bon, après tout, finalement, c'est l'inflation qui semble occuper toute la place aux communes actuellement. Que cela nous convienne ou pas, la réalité des gens au Québec présentement, c'est beaucoup une inquiétude relative à l'inflation. Rappelons-nous qu'au début, on nous a dit c'est conjoncturel, ça ne durera pas longtemps. Malheureusement, c'est persistant. Est-ce que c'est structurel? Je vais laisser aux experts en économie le privilège de se prononcer, mais c'est durable. Et parce que c'est durable, ça fait mal. Et parce que ça fait mal, ça commande des mesures à la fois pour lutter sur le fond contre l'inflation, amélioration des chaînes d'approvisionnement étant le meilleur exemple à l'heure actuelle compte tenu de ce que sont les capacités d'intervention de l'État fédéral, mais aussi, ça ne lutte pas contre l'inflation, ça lutte contre l'effet de l'inflation, donner un soutien économique aux plus vulnérables. Il y a des mesures prises qui sont des recommandations qu'on avait faites, d'autres qui semblent moins évidentes, qui ont l'air d'être un peu plus idéologiques, qui nous inquiètent davantage, mais on devra parler d'inflation en plus des autres sujets. Bien sûr, on voudra parler des frontières, de l'anarchie aux frontières, de 22 000 personnes qui sont passées au chemin Roxham déjà. C'est juste cette année. Bien sûr, les enjeux linguistiques, les enjeux d'identité, la volonté de l'alliance entre le NPD et les libéraux,
d'affronter carrément l'Assemblée nationale du Québec et les Québécois sur ces enjeux-là. Bref, on aura du blé à moudre. Oui, effectivement, il y a plusieurs dossiers, comme je disais, pour le Bloc. Je vais vous entendre sur l'entrée en scène du nouveau chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre. Bon, on le sait, c'est une arrivée qui était très attendue à la Chambre des communes. M. Poilievre a brisé la glace hier après-midi lors de la période des questions avec 2 questions en français. Plusieurs y ont vu une façon de courtiser le Québec. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, du fait qu'il pose ces 2 premières questions en français, qu'il choisisse de poser ces 2 premières questions en français? Ça peut durer ce que durent les roses. M. Scheer avait fait la même chose, une tentative d'approcher le Québec en se déclarant nationaliste, puis M. O'Toole aussi. La réalité, c'est que la volonté, l'aspiration, l'identité, la nature de la population canadienne, en particulier de l'Ouest canadien, dont il est la voix principale, et l'équivalent au Québec, c'est totalement différent. Donc, ça ne dure pas longtemps. Dire en français qu'on est contre la loi 21 sur la laïcité de l'État, ça ne fera pas marquer de points au Québec. Les engagements qu'il a été obligé de prendre pour gagner la course vont l'éloigner du Québec. En plus, bien sûr, des enjeux environnementaux, des enjeux pétroliers, sur l'énergie en général, qui vont nous distinguer les valeurs sociales des conservateurs. Le contrôle des armes à feu va nous opposer profondément. Et nous croyons que nous portons vraiment ce qui ressemble au consensus québécois. Quant à ceux de l'Assemblée nationale du Québec, bien sûr, ils vont recommencer à se définir dans les semaines suivant l'élection. Ouais. Le temps file, il faut aller un peu plus vite. Vous vous attendez à quoi quand même comme nouvelle dynamique à la Chambre des communes avec M. Poilievre comme chef de l'opposition? J'ai l'impression que ce dont il avait besoin, il l'a fait vite. Il a fait une erreur importante en invitant les militants à demander la démission d'Alain Reyes parce qu'Alain Reyes ne s'était pas agenouillé. Ça n'a pas marché. J'ai l'impression qu'il a quand même rapidement compris. Le ton en Chambre à date est plutôt correct. Est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'il dit? Non, parce qu'au niveau économique, ce qu'il défend ne tient pas la route en termes d'analyse économique, mais le ton est somme toute assez correct. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, M. Trudeau va arriver dans le Parlement? Est-ce que quand il va arriver dans le Parlement, ça va changer la dynamique? C'est possible. C'est attendu pour jeudi, le retour de M. Trudeau. Je veux vous entendre sur la course au leadership du Parti conservateur au Québec. Bon, on sait que M. Poilievre a remporté facilement 72 des 78 circonscriptions québécoises. Ça en a surpris plusieurs, d'ailleurs. Est-ce que vous voyez au Bloc Pierre Poilievre comme une menace au Québec? Moi, ça ne m'a pas surpris. J'ai gagné plusieurs gageurs, d'ailleurs, à cet égard-là. Je ne le crois pas davantage comme une menace. Il a la qualité de très bien s'exprimer en français. Et ça le prive de la capacité, comme les autres l'ont fait, de dire qu'il n'avait pas très bien compris dans le fond. Il sait ce qu'il dit et il doit l'assumer. Et là, quand il va dire quelque chose de différent en français dans l'anglais, il va en payer le prix. Ensuite de ça, son mandat est fort. Entendons-nous, c'est 68% des membres du Parti conservateur, c'est pas 68% de la population du Québec, c'est pas 68% des électeurs conservateurs qui l'ont appuyé. Il faut mettre les choses dans leur juste perspective, mais ça lui donne un mandat tellement fort, encore une fois, il ne pourra pas faire de compromis. Il a été élu sur des positions extrêmes, sur des commentaires étranges sur maintien de la centralisation en santé, mais crypto-monnaie, des positions sociales hautement discutables, son amitié avec le convoi soi-disant de la liberté devant le Parlement. Il n'a pas à faire de compromis puisqu'il a été élu très fortement. Alors, il va devoir assumer et maintenir ses positions, quitte à ce qu'elles déplaisent au Québec. On verra ce que M. Poilievre va faire. Parlons des élections au Québec maintenant, parce qu'on est à moins de 2 semaines du vote du 3 octobre. Vous avez donné au Bloc votre appui au Parti québécois, le Parti québécois qui, selon les plus récents sondages, demeure au 5e rang dans les intentions de vote. Êtes-vous inquiet pour l'avenir du PQ? Je ne suis pas inquiet pour l'avenir du Parti québécois, puis je ne suis pas inquiet pour l'avenir de l'idée dont le Parti québécois est porteur. Et je pense qu'une réflexion que les Québécois font peut-être de plus en plus à chaque jour, parce qu'il y a une progression importante dans les intentions de vote du Parti québécois, c'est que sans une opposition ou une présence forte de députés indépendantistes à l'Assemblée nationale, les professions de foi fédéralistes de M. Legault, qui a repris des mots qui remontaient à Philippe Couillard, vont lui enlever tout pouvoir de négociation face à Ottawa. Parce qu'Ottawa va dire, puisque tu ne représentes pas une menace indépendantiste ou qu'il n'y a même pas ça dans ton Parlement s'il n'y en a pas assez, il va se faire dire non à tout. Et rapidement, on va voir les limites de cette approche-là. Rendre service à l'Assemblée nationale du Québec, c'est de s'assurer d'une certaine diversité dans sa composition
Et depuis 50 ans, le poids des indépendantistes a été un élément majeur pour faire des gains ou protéger des enjeux par rapport à Ottawa, en plus, bien sûr, de la nécessité de maintenir bien vivante une réflexion sur l'option souverainiste. Oui, c'est ça. Bon, parlons justement des relations fédérales-provinciales, parce qu'on sait que le premier ministre du Québec, François Legault, avait donné son appui aux conservateurs lors de la dernière élection fédérale, qui ont eu lieu évidemment l'an dernier, alors que le Bloc québécois maintenant donne son appui au Parti québécois dans cette élection provinciale. Comment vous voyez l'avenir de votre relation au Bloc avec le prochain gouvernement du Québec, qui, selon les plus récents sondages, va être encore le gouvernement de la CAQ de François Legault? Comment vous voyez votre avenir, votre relation avec le prochain gouvernement du Québec? Ça ne m'inquiète pas du tout. D'abord parce que nous serons encore, quelles qu'en soient les compositions, la voix de l'Assemblée nationale du Québec dans le Parlement fédéral. Puis ça va probablement se faire de façon courtoise, rationnelle, comme ça s'est fait auparavant. Peut-être qu'on aura besoin d'un petit moment pour que ça se rétablisse, mais on n'a pas demandé la permission. Parce que vous dites quand même que vous dites vouloir être la voix des consensus de l'Assemblée nationale au Parlement canadien. Est-ce que quand même le Bloc va entretenir des bonnes relations avec l'Assemblée nationale? Je pense. Mais avec l'Assemblée nationale comme institution, c'est mon Parlement. C'est le Parlement de ma nation. Oui, j'aurai des bonnes relations. Je suis convaincu que ça va bien fonctionner avec le gouvernement. Cependant, même si c'était encore le gouvernement de la CAQ, puis on sait qu'il y a une probabilité quand même significative, on ne demandera pas la permission pour prendre nos positions. Les positions du Bloc québécois représentent un consensus québécois comme celles de l'Assemblée nationale du Québec. Moi, je suis convaincu que rapidement, on va continuer à réaliser l'utilité qu'on a les uns pour les autres parce qu'on a en commun de travailler dans le sens des intérêts du Québec. La différence sera dans le fait que nous, on continuera à inviter les Québécois à faire une réflexion sur l'éventuelle souveraineté du Québec, ce qui, de toute évidence, ne sera pas le cas d'un hypothétique gouvernement de M. Legault. Oui. Yves-François Blanchette, en tout cas, on va continuer à vous suivre au cours des prochaines semaines, des prochains mois au sein du Parlement canadien. Merci beaucoup pour cette entrevue et bonne soirée. Un plaisir et félicitations pour vos 30 ans. Merci, c'est très apprécié. Merci, au revoir. C'est une rentrée parlementaire différente et on imagine émotive aussi pour le député Alain Reyes. Monsieur Reyes, on le sait, a décidé de rompre ses liens avec le Parti conservateur du Canada à la suite de l'élection du nouveau chef Pierre Poilievre le 10 septembre dernier. Alors, je retrouve Alain Reyes pour en discuter. Bonsoir, Monsieur Reyes. Bonsoir. Vous siégez désormais comme député indépendant au Parlement après avoir représenté les couleurs du Parti conservateur pendant 7 ans. On imagine un gros changement pour vous. Comment vous vivez ce retour aux communes, cette rentrée parlementaire cette fois-ci? C'est une rentrée qui se fait tout en douceur pour moi. J'ai décidé de prendre mon temps avant de rentrer à la Chambre des communes. Donc, depuis hier, je me sers du privilège qu'on a de pouvoir siéger de façon virtuelle jusqu'en décembre. Ça a été prolongé. Donc, je fais tout soit de mon condo à Gatineau ou je l'ai fait dans ma circonscription. Donc, hier, ça m'a permis en même temps d'être plus proche de mes citoyens. Il y avait plusieurs représentations auxquelles j'ai pu participer. Donc, il y a ce petit côté-là, je vous dirais que j'ai beaucoup apprécié hier. Ouais. Mais mon objectif, c'est lundi prochain de rentrer à la Chambre des communes. Donc, il y aura peut-être un petit peu d'anxiété, j'imagine, à l'approche de ce moment-là où je vais recroiser mes anciens collègues. Pour certains qui vivent peut-être encore des frustrations, mais pour d'autres, je dirais, depuis à peu près quelques jours, je commence à recevoir des messages gentils, je devrais plutôt dire, je ne sais pas quel terme utiliser, mais les gens, je pense, qui m'offrent leur support, qui m'appellent en me disant, bon, ça serait peut-être temps qu'on aille prendre un café, une bière, pour qu'on puisse jaser, on peut rester amis, on peut continuer à discuter ensemble. Alors, bon, c'est ça. Fait que je prends une journée à la fois en ce moment. Oui, c'est ça. Vous dites que vous voulez prendre votre temps parce qu'on imagine que les derniers jours, les dernières semaines ont été, je dirais, une montagne russe d'émotions pour vous. On sait que le Parti conservateur s'est excusé pour avoir utilisé des messages automatisés dans votre circonscription pour vous forcer à démissionner parce que vous aviez évidemment appuyé M. Charest dans cette course. Comment vous avez vécu cet épisode-là? J'ai passé par toutes les gammes des émotions. C'est une réflexion, comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai partagée mardi passé, qui avait commencé probablement depuis quelques semaines, quelques mois, mais qui a été accélérée suite à la nomination du nouveau chef du Parti conservateur du Canada. Je vous dirais que moi, dans mon cas, j'étais soulagé mardi officiellement de le faire connaître. Je voulais me libérer de ça parce que
ça reste, on a un certain malaise. Bon, les journalistes me contactaient pour savoir qu'est-ce que j'allais faire. J'avais des collègues qui tentaient de me parler parce qu'ils sentaient que j'étais fragile et que je pouvais peut-être quitter. Mais je voulais en même temps garder le silence. C'était une décision qui était très personnelle à moi. Donc, j'étais pas mal seul, je vous dirais, dans ma bulle, avec les membres de ma famille, ma petite équipe dans le bureau. Et là, bon, ça a déboulé. Ça a fait un raz-de-marée, je dirais, partout là, au niveau du pays, étant le seul là, qui a pris la décision de quitter. Et là est arrivée l'attaque en règle là, du parti là, qui a demandé, comme vous l'avez souligné par texto, à mes membres de demander ma démission. Là, je vous dirais que je passais du soulagement d'avoir annoncé ma nouvelle à la colère. Sincèrement, pour moi, c'était un acte d'intimidation pur et simple qui a été utilisé par le parti, exactement ce que je dénonçais. Et donc ça a confirmé ma décision. Ça a été la bonne nouvelle. Si j'avais un petit soupçon, je vous dirais qu'il a disparu. Et mercredi, si je peux prendre le temps d'expliquer, j'étais pris dans mon bureau à faire des entrevues non-stop là, du matin jusqu'au soir, mardi, mercredi. Et mercredi, j'avais une représentation au lancement de la saison de notre salle de spectacle à Victoriaville. Quand je suis sorti de mon bureau vers 7 heures pour aller faire un tour avant de revenir faire des entrevues télévisées, en sortant de mon bureau, là, j'ai eu le droit à des klaxons dans la rue, à des gens qui ont baissé leur vitre pour me faire des thumbs up, des gens qui m'arrêtaient pour me dire qu'ils trouvaient inacceptable ce qui était arrivé, qui m'envoyaient qui me partageaient leur support. Et là, à ce moment-là, je vous dirais, jusqu'à encore aujourd'hui, je me retourne en arrière de moi, puis j'ai l'impression d'avoir une armée de supporters dans ma circonscription qui me disent, bon, allez-y. Oui, on imagine finalement que tous ces messages, là, sont très réconfortants pour vous après une période finalement qui a été difficile, de toute évidence, à vous entendre. Ça a été difficile. Je vais vous entendre, Alain Reyes, sur Pierre Poilievre et le Québec, parce que M. Poilievre a brisé la glace aux communes hier en posant 2 questions en français. Il a choisi de poser ces 2 premières questions à la Chambre des communes en français. Visiblement, M. Poilievre est en mode séduction auprès des Québécois. À quoi vous avez pensé, vous, quand vous avez vu M. Poilievre ouvrir la période des questions en français? Il le fait aussi aujourd'hui pour une 2e journée. Sincèrement, je pense qu'il prend l'attitude qu'avait Stephen Harper de toujours commencer ses allocutions en français. C'est une bonne chose. Je pense que son objectif à lui, c'est de séduire les Québécois et les Québécoises. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un chef conservateur qui s'exprimait aussi bien en français. Donc, c'est un atout. C'est sûrement un des éléments qui sécurise les députés qui sont restés au Parti conservateur et j'imagine ceux qui voudraient tenter de se présenter pour le Parti conservateur. Donc, ça va être plus facile pour M. Poilievre de partager sa vision des choses, étant capable de s'exprimer dans les 2 langues officielles au pays. Cela étant dit, le plus grand défi, d'après moi, n'est pas là. C'est plutôt la façon de faire de la politique. On sent depuis le début de la semaine qu'il est plus calme à la Chambre des communes. C'est pas le même Pierre Poilievre que moi j'ai connu dans le passé pendant les périodes de questions. Alors, est-ce que l'épisode de la semaine passée a été, je sais pas en français comment dire, wake-up call pour le chef, pour son entourage, pour dire un réveil, merci, pour dire ces choses-là, en tout cas au Québec, ça risque de faire mal si on continue dans cette direction-là. Et moi, de mon côté, comme je l'ai dit, je vais me braquer lorsque je verrai des tentatives de ce type-là, de campagnes négatives, agressives, haineuses, comme on a vécu dans le passé. Oui, ça, c'est pas votre style. Quand même, M. Poilievre a eu un excellent score au Québec lors de la course à la direction du Parti conservateur. Ça en a surpris plusieurs. Vous avez été lieutenant des conservateurs au Québec. Vous connaissez l'électorat québécois. Est-ce que, M. Poilievre, vous pensez à un potentiel de faire des gains en territoire québécois lors d'une prochaine élection fédérale? Si j'avais ce sentiment-là, je pense que je serais peut-être resté avec le Parti conservateur, mais je constate qu'au Québec, les gens ne veulent pas de ce type de politique-là. Et ce qui s'est passé dans mon cas a été un dur réveil, je pense, pour mes collègues, mes anciens collègues conservateurs et les gens qui espéraient faire des gains au Québec, à moins d'un changement drastique dans la façon de faire de la politique, dans les propositions qui seront faites aux Québécois et aux Québécoises. Je pense que ça va être extrêmement difficile pour le Parti conservateur de faire des gains. Et j'ai pas le sentiment non plus que dans leur propre stratégie, c'est leur souhait. J'ai vraiment le sentiment qu'on est retourné à l'ancienne culture du côté plus anglophone qui dit si on peut juste minimiser
les pertes au Québec et maintenir les députés actuels, ça sera génial parce qu'on va faire des gains en Ontario, en Colombie-Britannique, et ça devrait nous suffire pour gagner, ce qui, moi, m'a toujours désappointé. Ça a toujours été contre mes propres valeurs. Je souhaitais un Parti conservateur fort, mais avec un Québec bien présent pour influencer avec notre vision que nous avons du Canada. Vous parlez de vos anciens collègues du Parti conservateur. Je vais vous entendre sur la solidarité, justement, de vos anciens collègues qui appuyaient Jean Charest comme vous. Je pense au Gérard Deltel, Joël Godin. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'ils suivent votre exemple et claquent aussi la porte du Parti conservateur? Sincèrement, je me suis jamais posé la question. Dans mon processus de réflexion, il était très personnel. J'ai pas tenté de faire un push pour m'attaquer à M. Poilievre, qui a gagné, vous l'avez souligné, de façon magistrale. Je pense que personne ne conteste sa victoire. Il l'a fait au Québec, 72 des 78 circonscriptions. Je peux vous dire que ça a été tout un exercice d'humilité, même pour moi, qui était le responsable au Québec. Donc, ceux qui pensaient que j'étais un mauvais perdant, je pense qu'ils faisaient erreur. Je pense qu'ils ont juste tenté de salir ma réputation et de me faire passer pour le méchant dans l'histoire. Mais ça leur appartient, cette décision-là. Chacun a un parcours différent, chacun a des objectifs différents en politique. Moi, j'ai fait ma réflexion basée sur mes valeurs, mes convictions. Puis j'ai simplement voulu être honnête et transparent avec mes citoyens puis avec mes anciens collègues en leur annonçant mes couleurs dès le début. Je me voyais pas rester même dans le caucus pour gagner un peu de temps, comme certains me disaient, laisser la chance aux coureurs. Je me retrouvais plus. J'ai passé 6 mois avec M. Poilievre, 7 ans à le regarder aller, et je crois pas un changement d'attitude, changement profond de sa part. Parce que M. Poilievre, on le voit, sans vouloir tendre la main au Québec, c'était déjà clair le soir de son élection. Est-ce que vous pourriez revenir au Parti conservateur? Si, mettons, Pierre Poilievre vous tendait la main, est-ce que vous pourriez rentrer au bercail? C'est une bonne question. J'y crois pas. Je me pose même pas la question, mais j'y crois pas. M. Poilievre, dans les 8 derniers mois, a même pas tenté de me contacter, même en début de cette course-là, personnellement, pour me partager sa vision des choses, voir est-ce qu'il y aurait peut-être un chemin pour qu'on puisse travailler ensemble. Est-ce que j'aurais pu contribuer justement sur la vision du Québec pour la partager à l'intérieur et influencer? Si j'avais eu le sentiment que j'aurais pu influencer comme j'ai réussi, je pense, à le faire avec d'autres, avec Andrew Scheer, avec Erin O'Toole dans le passé, je serais resté, sincèrement. Donc, je suis comme d'autres, je veux un changement de gouvernement, je suis insatisfait du gouvernement de Justin Trudeau, on sent l'usure aussi du pouvoir du côté des libéraux. J'ai toujours voulu travailler pour influencer dans une organisation nationale, mais je le sentais tout simplement plus et je ne le crois pas. Je crois pas que ça va être là. Puis, je dis pas juste de M. Poilievre, là, en tout respect, aussi son entourage. Donc, j'ai vu son entourage travailler. C'est ces gens-là qui ont gagné de façon extraordinaire, là, cette course à la chefferie. Donc, il n'y a aucune raison, M. Poilievre, de les changer. En politique, la loyauté, je l'ai appris à mes dépens. Lorsque Renaud O'Toole a gagné, puis j'étais resté neutre, fait partie des premiers éléments que les chefs se servent pour faire la sélection des gens qui les entourent. Oui. Alors, pas de regret, pas de rancune, mais pas de retour possible au Parti conservateur. Alain Reyes, on espère avoir l'occasion de vous parler de nouveau. On va vous suivre dans votre nouveau rôle de député indépendant à la Chambre des communes. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Merci, très apprécié. Ça fait plaisir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 21 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.